Avec les avancées réalisées dans les forces de l'ordre au cours des dernières décennies, aucune affaire de personnes disparues ne peut vraiment être considérée comme insoluble. Espérons qu'avec le temps et l'avancée des techniques d'enquête, la plupart de ces affaires pourront être résolues et que les familles de ces personnes disparues pourront enfin trouver une forme d'apaisement. Numéro 20. Nancy Guthrie, âgée de 84 ans, la mère de l'animatrice du Today Show Savannah Guthrie, est portée disparue depuis plus de 70 jours, après avoir été enlevée à son domicile de Tucson, en Arizona. Mais on espère que les nouvelles preuves ADN retrouvées sur la scène du crime aideront les autorités à traduire les responsables en justice. Le 31 janvier 2026, Nancy a été déposée chez elle, à Tucson, après avoir rendu visite à son autre fille, Annie. Son gendre, Tommaso Cioni, serait la dernière personne à l'avoir vue avant sa disparition. Lorsque Nancy ne s'est pas présentée pour la diffusion en direct d'un service religieux, les autres paroissiens ont commencé à s'inquiéter et ils ont contacté sa famille pour signaler qu'elle n'était pas venue à l'église et qu'ils n'arrivaient pas à la joindre. À 11 h, des membres de la famille sont arrivés chez elle, mais ils n'ont trouvé aucune trace d'elle. Nancy a été signalée disparue 1 heure plus tard, et l'enquête qui a suivi n'a fait qu'inquiéter davantage toutes les personnes impliquées. Toutes ces affaires personnelles ont été retrouvées à l'intérieur de la maison, et il est vite devenu évident qu'elle n'avait pas quitté la maison volontairement et qu'elle avait été enlevée. La maison a été bouclée comme scène de crime, et les enquêteurs ont commencé à recueillir autant de preuves que possible. Du matériel biologique a été retrouvé près de l'entrée de la maison et a été analysé et confirmé comme appartenant à Nancy, et il a été découvert qu'une sonnette avec caméra avait été retirée, vraisemblablement par son ravisseur. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs médias ont reçu des lettres de rançon de la part des ravisseurs. Mais la validité de ces lettres n'a pas encore été confirmée. Des images et des vidéos montrant un homme en train de manipuler la caméra de sécurité du domicile de Nancy ont été diffusées au public, mais l'individu aperçu sur les images n'a pas encore été identifié. Au fil des semaines, sa famille est devenue de plus en plus anxieuse de ne pas avoir de nouvelles sur sa localisation. Et ils ont publié une déclaration dans laquelle ils affirmaient être prêts à parler aux ravisseurs et qu'ils étaient disposés à payer la rançon de 6 millions de dollars. Dans une seconde déclaration, Savannah a fait allusion au fait qu'ils avaient eu des nouvelles des coupables et ils ont demandé la libération de Nancy. Mais comme rien n'a été fait, ils ont annoncé qu'une récompense d'1 million de dollars serait offerte à toute personne ayant des informations permettant de retrouver Nancy. L'affaire a connu très peu de progrès depuis, mais on espère que de nouvelles preuves retrouvées pourraient apporter un nouvel éclairage à l'enquête. La police a déclaré avoir trouvé un cheveu sur les lieux et qu'il a été envoyé pour analyse. Et on espère que ce cheveu appartient à l'un des ravisseurs. Et si leur ADN est déjà dans la base de données, ce ne sera qu'une question de temps avant qu'il ne soit identifié. Si c'est le cas, ils pourront être retrouvés, arrêtés et traduits en justice. Et on espère que Nancy sera ramenée chez elle, saine et sauve. Numéro 19. Nicole Winder, âgée de 53 ans, est mieux connue de ses amis et de sa famille sous le nom de Nikki. Et ils sont de plus en plus inquiets pour son bien-être depuis sa disparition, qui a eu lieu en février 2025. La dernière fois que Nikki a été vue, c'était le 25 février de cette année-là, alors qu'elle se trouvait au niveau du numéro 19 000 de la FM 974, juste à l'extérieur de Bryan, au Texas. À ce moment-là, elle travaillait comme aide-soignante auprès d'une personne âgée, et elle se trouvait dans cette zone pour accomplir ses tâches. Après avoir terminé son service, elle sortait de la maison de cette personne et a soudainement disparu sans laisser de traces. On a supposé qu'elle était rentrée chez elle pour la journée, mais 1 heure plus tard, la police a été informée d'un développement inquiétant. La voiture de Nikki, un camion Chevrolet 2025, a été retrouvée à environ 3 km de la maison de son client, et le plus inquiétant, c'est qu'elle avait été incendiée. La police a immédiatement réagi et a déterminé que l'incendie n'était pas dû à un problème mécanique, mais qu'il s'agissait d'un incendie criminel. Les habitants du quartier ont été invités à vérifier leurs caméras de sécurité, au cas où elles auraient filmé le coupable en flagrant délit. On leur a dit que l'incident s'était probablement produit entre 15 h et 16 h 15 ce jour-là. Mais malheureusement, aucune piste n'a été obtenue. Il a été immédiatement supposé que la vie de Nikki était en danger et une enquête a été lancée. C'est alors que les autorités ont trouvé leur première piste. 2 images provenant de la FM 974 et de la route voisine, Jack Creek Road, montraient un véhicule tout-terrain circulant dans la zone. Mais le conducteur de ce véhicule n'a pas été identifié. La 2e image montre la voiture de Nikki en train d'être conduite, et on ignore toujours si elle était au volant à ce moment-là. Il convient de noter que le conducteur du quad pourrait ne pas être impliqué dans l'affaire de Nikki, mais il pourrait au moins détenir des informations qui pourraient aider la police à la retrouver. Il ne s'est pas encore manifesté, et la police espère qu'il verra l'image et qu'il rapportera ce qu'il a vu ce jour-là. L'étape suivante
consistait à commencer des recherches sur le terrain pour retrouver Nikki. Mais comme on ne savait pas d'où elle avait disparu, personne ne savait par où commencer les recherches. Néanmoins, plusieurs recherches ont été menées à l'aide d'hélicoptères, de drones, de chiens de recherche et d'agents à pied, mais aucun autre signe de Nikki n'a été trouvé. Le 15 avril, le frère de Nikki, Dustin, âgé de 50 ans, a été placé en garde à vue pour une affaire sans rapport, car il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt. Les enquêteurs ont rapidement souligné que son arrestation était le résultat de l'enquête sur la disparition de sa sœur, mais qu'il n'était pas considéré comme un suspect. Entre-temps, les enquêteurs ont de nouveau lancé un appel au public pour qu'il se manifeste s'il détient des informations pouvant permettre de résoudre l'affaire de Nikki. Elle est considérée comme disparue et en danger et doit donc être retrouvée le plus rapidement possible. Elle est décrite comme ayant les cheveux blonds et les yeux verts, mesurant 1,70 m et pesant environ 60 kg. Lorsqu'elle a quitté la maison de son client ce jour-là, elle portait une chemise gris foncé et un pantalon rose. Plusieurs autres services se sont joints aux recherches, mais jusqu'à présent, ils n'ont trouvé aucune nouvelle piste. Si vous avez vu Nikki, ou si vous savez où elle pourrait se trouver, veuillez contacter le bureau du shérif du comté de Brazos au 979-3614-900. Numéro 18. L'affaire de la disparition de Mélissa Besson, âgée de 37 ans, a commencé le 17 mars 2025. Un témoin a contacté la police pour déclarer qu'il l'avait vue marcher le long de Indian Village Road à Lac-du-Flambeau, le jour de sa disparition. Mais de nouvelles informations ont désormais été communiquées. Lorsque sa famille n'a pas eu de ces nouvelles, au 23 mars, elle a signalé sa disparition à la police tribale. Ils ont déclaré qu'ils étaient extrêmement inquiets pour sa sécurité, car elle est habituellement en contact avec ses proches, mais ils n'avaient plus eu de nouvelles d'elle depuis le jour de sa disparition. Des recherches ont été menées, et les habitants de la zone où elle a disparu ont été interrogés. Mais personne n'a pu fournir d'informations supplémentaires sur ce qui aurait pu arriver à Mélissa, ou sur l'endroit où elle aurait pu aller. Toutes les pistes ayant été épuisées, la police n'a eu d'autre choix que d'attendre de nouvelles informations. Et le 30 juillet, ils ont annoncé qu'ils avaient reçu un nouvel indice d'un membre du public qui se trouvait dans la région ce jour-là. Il a été admis que Mélissa se trouvait bien sur Indian Village Road. Un autre témoin a vu quelque chose de troublant peu de temps après. Juste après avoir quitté cette route, elle a été abordée par 3 hommes dans une camionnette et a accepté de monter avec eux. On l'a vu sortir de la camionnette après qu'elle se soit arrêtée à une rampe de mise à l'eau sur le lac Kinoniki. Puis on l'a vu marcher vers le sud, sur la route départementale D. L'un des hommes du véhicule l'a suivi pendant un court moment, et on a pu l'entendre lui dire de remonter dans le véhicule, mais Mélissa a refusé. Lorsqu'il a vu une voiture s'approcher d'elle, il a supposé qu'il s'agissait d'un policier, et l'homme s'est enfui dans une zone boisée à proximité. Il s'est avéré plus tard qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt et qu'il ne voulait pas être emmené en prison. Il est sorti des bois un peu plus tard et, comme Mélissa n'était plus dans la zone, il a supposé qu'elle avait été récupérée par la police. L'autre conducteur qui s'est approché d'elle a ensuite été retrouvé et interrogé. Il a rapporté que Mélissa semblait agitée lorsqu'il lui a parlé, et quand il lui a demandé si elle avait besoin qu'on la conduise, elle a décliné l'offre. Il a quitté la zone en direction du nord et a vu Mélissa pour la dernière fois marcher vers le sud. Puisqu'il s'agissait désormais du dernier endroit où elle avait été vue, plusieurs autres recherches ont été menées près de la rampe de mise à l'eau du lac Kinoniki. Mais rien de plus n'a été trouvé, et l'endroit où se trouve Mélissa reste inconnu. Les recherches ont impliqué des recherches à pied, ainsi que l'utilisation de drones et de chiens de recherche qui n'ont pas pu retrouver sa trace. Faute de nouvelles informations, les enquêteurs comptent désormais sur le public pour se manifester s'il sait quelque chose, et une récompense pouvant aller jusqu'à 25 000 $ est offerte pour toute information permettant de résoudre son affaire. Mélissa est décrite comme ayant les cheveux bruns et les yeux bruns. Elle mesure 1,70 m et a une corpulence moyenne. Elle peut être reconnue grâce à plusieurs tatouages sur les bras, les jambes et le cou, et elle a été vue pour la dernière fois portant un débardeur noir, un sweatshirt gris et un pantalon de survêtement rouge. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez des informations pouvant aider la police, nous vous demandons de contacter le service de police tribal de Lac-du-Flambeau au 715 588 7717 ou le bureau du shérif du comté de Villas au 715 479 4441. Numéro 17. Selon de nouvelles informations publiées dans l'affaire de la disparition de l'avocat de 57 ans, Randall Spivey, et de Brandon Billmeyer, âgé de 33 ans, le FBI a désormais rejoint l'enquête et espère que des réponses seront enfin trouvées. Randall et Brandon, qui étaient oncles et neveux, ont été signalés disparus le 19 décembre 2025 après ne pas être rentrés d'une partie de pêche. Ce soir-là, après avoir dîné, les 2 hommes sont partis dans le golfe du Mexique à bord d'un bateau de 42 pieds
appelé l'Unstoppa Unstoppable. À un moment donné, on pense que l'un des hommes est tombé par-dessus bord. On suppose que lorsque l'autre s'est rendu compte de ce qui se passait, il a sauté à l'eau pour aider. Mais il avait oublié que le moteur du bateau tournait toujours, et ils se sont tous les deux retrouvés vraisemblablement bloqués dans l'eau. Dès qu'ils ont été signalés disparus, les gardes-côtes ont commencé à fouiller les eaux avec plus de 24 bateaux. Mais ils n'ont trouvé aucune trace des deux hommes. Leur bateau a ensuite été retrouvé à environ 70 miles au large des côtes de Naples. Il a été rapporté qu'il était encore en marche, mais à la dérive et vide, sans aucune trace ni de Randall, ni de Brandon. 2 des gilets de sauvetage qui se trouvaient normalement sur le bateau manquaient, ce qui a laissé espérer qu'ils étaient encore dans l'eau et qu'on pourrait les retrouver. Mais il a également été suggéré qu'ils ont été forcés d'abandonner le navire pour des raisons inconnues et qu'ils n'ont eu d'autre choix que de mettre les dispositifs de flottaison pour rester en vie dans l'eau. Malgré de nombreuses heures de recherche, rien de plus n'a été trouvé. Et les gardes-côtes ont finalement annoncé qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'arrêter les recherches. Leurs familles ont remercié toutes les personnes impliquées dans les recherches et ont demandé qu'on respecte leur vie privée afin d'essayer d'accepter ces événements. La famille de Randy dit que c'est un père et un mari incroyablement dévoués, qui ferait tout pour aider quelqu'un dans le besoin. Il a passé plus de 3 décennies à travailler comme avocat à Fort Myers, en Floride, et il a aidé de nombreuses personnes ayant subi des blessures. Quant à Brandon, il venait tout juste de se marier, avant que tous les deux ne disparaissent, et travaillait dans le même domaine que son oncle. Il a rejoint le cabinet d'avocats Shiner en 2023 et espérait avoir un impact positif dans sa communauté. Randy est décrit comme ayant les cheveux bruns et les yeux bruns, mesurant 1,85 m et pesant 111 kg. Il a été vu pour la dernière fois vêtu d'un pantalon kaki et d'une chemise de couleur sombre. Il a les cheveux blonds vénitiens et les yeux bruns, mesure 1,88 m et pèse 113 kg. Bien que les recherches pour retrouver les deux hommes aient été interrompues, la police et les gardes-côtes ont déclaré qu'ils continueraient d'enquêter sur toute nouvelle information reçue et ils ont demandé à toute personne disposant de telles informations de se manifester. Leurs 2 noms ont maintenant été ajoutés au système national des personnes disparues et non identifiées. Le numéro de dossier de Randall est MP 154 328 et celui de Brandon est MP 154 331. Toute personne pouvant fournir des informations supplémentaires sur cette affaire est priée de contacter le bureau du shérif du comté de Lee au 239 477 1000. Numéro 16. C'est un fait malheureux que de nombreuses personnes signalées disparues chaque année avaient des problèmes de santé mentale avant leur disparition. C'était également le cas pour Amy Hilliard, âgée de 52 ans, dont on n'a plus de nouvelles depuis mars 2026. La police n'était pas au courant auparavant qu'Amy avait des problèmes de dépression. Et bien que ce nouveau détail apporte un autre aspect à son dossier, il n'a pas encore été déterminé si son état d'esprit avait un lien avec sa disparition. Amy est la copropriétaire du café Farley à San Francisco. C'est une franchise populaire qui possède également des succursales à Oakland et à San Francisco. Et d'après tous les témoignages, l'entreprise se portait bien. Lorsqu'une série d'événements malheureux a commencé à affecter le bien-être d'Amy, elle est tombée dans un état dépressif. Selon sa famille, Chris, une amie proche d'Amy, a perdu la vie. Et peu de temps après, l'un des chiens de la famille est également décédé. Elle s'occupait de certains de ses proches, ce qui lui mettait encore plus de pression alors qu'elle faisait face à ses pertes. La dernière fois que Chris a vu Amy, c'était le 25 mars, lorsqu'elles ont pris le petit déjeuner ensemble. Ensuite, elle l'a déposée à une station du Bay Area Rapid Transit et elle était censée assister à une séance de thérapie à Walnut Creek. Elle est finalement retournée à la maison du couple et a ensuite été aperçue par des caméras de sécurité alors qu'elle marchait près de Diamond Park. Elle a aussi promené le chien de la famille, mais n'est jamais rentrée chez elle. Et Chris est désespéré de trouver des réponses sur ce qui lui est arrivé. Après qu'Amy a été signalée disparue, la maison du couple a été fouillée et toutes ses affaires personnelles ont été retrouvées à l'intérieur. La porte arrière avait été laissée ouverte, mais aucun signe de lutte ou quoi que ce soit d'anormal n'a été trouvé. Chris a déclaré qu'après qu'Amy ait terminé sa séance de thérapie, elle lui avait envoyé un message pour lui dire qu'elle était rentrée à la maison. Un voisin a confirmé qu'elle était bien là, puisqu'il lui a parlé brièvement alors qu'elle promenait le chien. Lorsque Chris est arrivé à la maison, à 15h15, il s'est inquiété en trouvant la porte arrière ouverte et a soupçonné qu'il se passait quelque chose d'anormal lorsqu'il n'a pas trouvé Amy, bien que toutes ses affaires soient encore dans la maison. Chris avait espéré trouver quelque chose à l'intérieur de la maison qui lui donnerait un indice sur l'endroit où Amy aurait pu aller. Mais ce ne fut pas le cas. Ce qui l'inquiète encore plus, c'est le fait qu'elle a quitté la maison sans les médicaments qu'elle doit prendre chaque jour. Et il a déclaré aux médias que cela pourrait être très dangereux pour elle si elle en est privée trop longtemps. Depuis qu'Amy a été vue pour la dernière fois, marchant près d'un secteur où il y a des sentiers de randonnée,
Les autorités ont commencé à fouiller ces endroits. C'est une grande source d'inquiétude pour sa famille, car elle n'a ni provision, ni équipement avec elle. Et elle pourrait être à la merci des éléments jusqu'à ce qu'on la retrouve. La famille du couple, leurs amis, un groupe de bénévoles et des professionnels des recherches ont parcouru ces zones. Mais pour l'instant, Amy reste introuvable. Elle a les cheveux blonds et les yeux noisettes, mesure 1,63 m et pèse 54 kg. Elle a été vue sur des images de vidéosurveillance, vêtue d'un t-shirt blanc à manches courtes, d'un jean clair et de chaussures blanches. Toute personne ayant vu Amy ou ayant des informations sur sa localisation est priée de contacter le département de police d'Auckland au 510 3641 numéro 15. Lorsque Ronald Dumas Jr., âgé de 37 ans, a disparu en 2024, on pensait au départ que l'enquête qui s'ensuivrait serait de routine. Mais de nouveaux détails suggèrent le contraire. Et si cela s'avère vrai, il pourrait être en grand danger. Au moment de sa disparition, Ronald travaillait comme agent immobilier à Huntsville, en Alabama, et était père de 3 enfants. Après sa disparition, sa famille a déclaré à la police qu'il n'aurait jamais abandonné sa famille sans raison, et qu'il ne voyait aucune raison pour laquelle il aurait soudainement disparu. Le 15 décembre 2024, Ronald s'est rendu chez la mère de son fils et est arrivé là-bas vers 20h. Il avait passé le week-end avec son fils, comme d'habitude, et il ramenait le garçon chez elle, comme il le faisait chaque semaine. Plus de 2 heures plus tard, à 22h15, il a été vu en train d'acheter des articles à la boutique de spiritueux Mid-City, à Huntsville. Et des témoins ont ensuite déclaré à la police qu'il était en compagnie de 2 femmes qu'il ne reconnaissait pas. Cela a également été confirmé par les caméras de sécurité du magasin. Les 3 ont passé un court moment dans le magasin avant de partir, et Ronald n'a plus donné de nouvelles à personne de son entourage depuis cette nuit-là. À ce moment-là, personne ne soupçonnait que quelque chose n'allait pas. Mais le lendemain, cela a rapidement changé. La voiture de Ronald, une Hyundai Palisade de 2021, a été retrouvée abandonnée à Camden, dans le Tennessee, près du borne 133 sur l'Interstate 40. Lorsqu'il n'était toujours pas rentré chez lui au 24 décembre, sa famille a décidé de signaler sa disparition, craignant qu'il ne soit pas avec eux le jour de Noël. Comme c'est généralement le cas, l'enquête sur sa disparition a commencé par la localisation de son téléphone portable. On a découvert qu'il se trouvait dans la région de Memphis, dans le Tennessee, mais personne n'a pu expliquer pourquoi il était là. Cela a suscité des soupçons parmi les enquêteurs, et la police a annoncé qu'elle pensait que Ronald avait été enlevé. Très rapidement, un groupe de suspects a été identifié, et il a été annoncé que la police recherchait Tori McLaurin, 33 ans, Kiara Clark, 27 ans, Carissa Cash, 33 ans, Kentarius White, 32 ans, et Sabrina Chambers, 27 ans. Les chefs d'accusation retenus contre le groupe comprenaient enlèvement au premier degré, complot en vue de commettre un enlèvement et recel de biens volés. Clark et White ont également été retrouvés et arrêtés le 8 avril 2025 et détenus sans possibilité de libération sous caution. Lors de l'audience, il serait révélé que Chambers et une femme appelée Kalisha McKinney se livraient à la prostitution cette nuit-là, et qu'elles étaient les 2 femmes vues avec Ronald dans le magasin d'alcool. Kalisha est décédée depuis, et Sabrina Chambers est portée disparue depuis un certain temps. Le téléphone de Ronald a été retrouvé plus tard chez elle, et on ignore toujours où elle se trouve. Il a également été découvert que White et Clark avaient discuté de 7 000 $ qu'ils savaient être sur le compte bancaire de Ronald au moment de sa disparition. Les messages retrouvés entre Clark et White suggèrent que l'enlèvement avait été planifié bien à l'avance et qu'ils avaient l'intention de voler l'argent à Ronald. Le reste du groupe est toujours en fuite pour échapper aux autorités, mais il ne s'agit probablement que d'une question de temps avant qu'il ne soit retrouvé et arrêté. Une récompense de 10 000 $ est désormais offerte pour toute information concernant la localisation de Robert, et sa famille a fourni à la police cette description. Il a les cheveux noirs et les yeux marrons, mesure 1,65 m et pèse 5 livres. Sur des images de vidéosurveillance du magasin d'alcool, il a été vu portant une chemise à manches longues, à carreaux rouges et noirs. Toute personne ayant des informations sur l'endroit où se trouve Robert doit contacter le département de police de Huntsville au 256 254 4240. Son numéro de dossier est MP 135 MP 135 496. Numéro 14. Beaucoup d'enquêtes sur des personnes disparues se terminent lorsqu'il est confirmé qu'elles ont fini dans un plan d'eau. Généralement après que leur véhicule a été retrouvé dans un lac ou une rivière. Dans la plupart de ces cas, ces personnes ont disparu depuis des mois, voire des années. Et elles ne sont généralement retrouvées que grâce à un travail acharné de la police et à l'utilisation de technologies avancées. Mais dans le cas de Daniel Scott Emerson, un homme de 64 ans, connu de ses amis et de sa famille sous le nom de Scott, une découverte similaire a été faite.
mais cela n'a pas vraiment permis à la police de le localiser. Scott a été vu pour la dernière fois le 3 mars 2026, et il n'a plus eu de contact avec sa famille depuis ce jour-là. Des témoins ont rapporté l'avoir vu près des avenues Fairmont et Lakeview vers 0h30 ce matin-là, et lorsqu'au 5 mars, il n'avait toujours pas été retrouvé, sa famille a signalé sa disparition. Lorsque la nouvelle de sa disparition s'est répandue, des témoins se sont manifestés avec des informations inquiétantes. Ils ont rapporté avoir vu un camion similaire à celui de Scott rouler sur la glace du lac Chautauqua le 3 mars, le dernier jour où il a été vu par quelqu'un. Muni de ces informations, il a été décidé de fouiller le lac, et des équipes de plongeurs de la police ont utilisé une technologie sonar sous-marine pour localiser le véhicule. Le véhicule a été retrouvé dans des eaux peu profondes, entre les piliers 3 et 4, près du pont commémoratif des anciens combattants, le 16 mars. La fouille du camion a été entravée par les eaux troubles, et les équipes de recherche ont dû faire remonter la voiture à la surface le 20. Cela a été fait à l'aide de coussins gonflables, et une fois qu'elle a été soulevée du fond du lac, elle a été amenée à terre, où elle a été fouillée. À l'intérieur, aucune trace de Scott n'a été trouvée, et on ignore toujours s'il a réussi à sortir du véhicule avant qu'il ne coule au fond. Il a été noté qu'une des vitres du camion était baissée, et on suppose donc que Scott a soit essayé de s'échapper pendant que le camion coulait, soit, selon la police, que quelqu'un aurait pu le sortir de là, bien que cela semble très improbable. Les recherches ont continué le long du rivage du lac, et les autorités ont demandé l'aide du public pour retrouver Scott, mais aucun autre indice n'a été retrouvé. La deuxième recherche a été menée avec l'aide de chiens de recherche et d'équipes de plongeurs, mais les conditions restaient difficiles et les progrès étaient très lents. Ces efforts n'ont pas non plus permis de retrouver Scott, et la police a demandé à toute personne ayant des images du camion circulant sur le lac de se manifester. On leur a demandé de se concentrer sur la période entre 4h et 7h du matin, le 3 mars 2026. Mais jusqu'à présent, personne ne s'est manifesté avec de nouvelles informations utiles. D'autres recherches sont prévues. Mais les autorités ont déclaré qu'elles ne procéderaient pas à des recherches tous les jours. Ils utiliseront plutôt des jet skis, des bateaux et des équipes de plongeurs de temps en temps dans l'espoir que Scott sera retrouvé. Ils ont toutefois juré de suivre toutes les pistes reçues, même si elles semblent insignifiantes. Scott est décrit comme ayant les cheveux gris courts, les yeux verts ou noisettes, mesurant 1m73 et pesant 86 kg. Toute personne ayant des informations pouvant permettre de le retrouver est priée de contacter le bureau du shérif du comté de Chautauqua au 716 753 4232. Numéro 13. Peu de détails sont disponibles concernant la disparition de Colby Sinclair, âgé de 30 ans. Mais la police a annoncé qu'une intervention criminelle est soupçonnée et que l'unité intégrée des crimes majeurs de l'île de Vancouver a repris l'enquête des mains de la Gendarmerie royale du Canada. La dernière fois que quelqu'un a vu Colby, c'était le 8 mars 2025. Par la suite, sa famille s'est inquiétée de ne pas avoir de ses nouvelles et de ne pas pouvoir le joindre. Ce type de comportement était considéré comme très inhabituel pour Colby. Et comme il n'avait toujours pas eu de ses nouvelles au 22 mars, ils ont contacté la Gendarmerie royale du Canada pour signaler sa disparition. Le 20 mai de cette année-là, l'unité d'enquête sur les crimes majeurs de l'île de Vancouver, VIIMCU, a perquisitionné 2 propriétés après l'émission d'un mandat de perquisition, mais les autorités ont refusé de préciser, ce qui les avait amenés à penser qu'elles pourraient y trouver des indices sur sa localisation. La première des 2 propriétés est située dans une zone rurale à Black Creek, et la seconde appartient à la Première Nation Wiwai-Kai. Cela fait suite à des informations selon lesquelles Colby a été vu pour la dernière fois à Campbell River, en Colombie-Britannique, et on ignore toujours si quelque chose d'utile a été trouvé. Il convient de noter que la VIMQ ne prend en charge les enquêtes que lorsqu'on soupçonne une activité criminelle, ce qui rend l'affaire de Colby d'autant plus inquiétante pour ses amis et sa famille. Depuis lors, sa sœur, Oshan Lazouk, a diffusé des informations sur la disparition de Colby sur les réseaux sociaux, dans l'espoir que quelqu'un le reconnaisse et fournisse des renseignements qui étaient auparavant inconnus des enquêteurs. Sa famille a également demandé à toute personne disposant d'informations supplémentaires de contacter les autorités dès que possible afin que Colby puisse être retrouvé. Oshana a déclaré qu'elle estime qu'il est inacceptable que sa famille attende encore des réponses après tout ce temps, car ils ont besoin d'obtenir un dénouement dans l'affaire de Colby. Elle a également tenu à remercier toutes les personnes impliquées dans l'enquête, y compris les autorités, la communauté locale et tous ceux qui ont partagé des informations sur son affaire en ligne. La question la plus déroutante que se posent les gens de la communauté est de savoir pourquoi les 2 propriétés mentionnées précédemment ont été fouillées. Cela a donné lieu à de nombreuses spéculations, mais la police continuera de se concentrer sur les faits de l'affaire plutôt que sur les théories. D'autres sources indiquent que Colby luttait contre ce qu'ils appelaient des démons intérieurs dans les semaines et les mois précédant sa disparition.
et certaines personnes ont déclaré qu'il essayait de reprendre sa vie en main. Mais Colby reste introuvable, et la police espère qu'avec la diffusion de cette description, cela ravivera la mémoire de quelqu'un et qu'une personne se manifestera avec des informations jusque-là inconnues qui pourraient permettre de clore son dossier. Colby a les cheveux bruns et les yeux bleus. Il mesure 1,70 m et pèse environ 88 kg. On ne sait pas ce qu'il portait au moment de sa disparition et l'unité intégrée des crimes majeurs de l'île de Vancouver a demandé à toute personne disposant d'informations supplémentaires de les contacter au 250 380 6161. Numéro 12. Beaucoup des affaires de personnes disparues non résolues à travers le monde concernent des gens qui ont disparu alors qu'ils passaient du temps en plein air, généralement sur des sentiers de randonnée et dans des parcs nationaux. L'affaire concernant Charles Hoche, âgé de 67 ans, n'est pas différente. Et tous les efforts sont déployés pour découvrir où il pourrait se trouver. Au moment de sa disparition, en 2025, Charles était professeur à la faculté de droit d'Edman de la Southern Methodist University à Dallas, au Texas, et il travaillait comme avocat pour le cabinet Hoche et Morris. Kate Morris, sa partenaire au sein du cabinet d'avocats, a déclaré aux médias que Charles rendait visite à son frère à Gainesville, en Géorgie, en novembre 2025. Lui et son frère sont originaires de cette région et avaient passé du temps à prendre des nouvelles l'un de l'autre. Le matin de la disparition, qui était le jour des anciens combattants, les deux ont pris le petit déjeuner ensemble. Après quoi Charles a déclaré qu'il voulait se promener le long du sentier Byron Herbert Rees, qu'il avait l'habitude de parcourir lorsqu'il était plus jeune. Il est certain qu'il est arrivé jusqu'au sentier, puisque sa voiture a été retrouvée plus tard. Mais aucune trace de Charles n'a jamais été retrouvée. Kate a également ajouté qu'elle s'est inquiétée pour son bien-être lorsqu'elle n'a pas pu le joindre sur son téléphone portable, ce qui n'était pas dans ses habitudes, puisqu'il répondait toujours à ses appels. Par la suite, un témoin s'est manifesté pour signaler qu'il avait rencontré Charles sur le sentier et qu'ils avaient échangé quelques mots avant de partir chacun de leur côté. Par conséquent, on suppose que Charles s'est perdu d'une manière ou d'une autre alors qu'il était sur le sentier et qu'il n'a ensuite pas pu retrouver son chemin vers la civilisation. La famille de Charles a déclaré qu'elle est extrêmement inquiète pour son bien-être, mais elle reste optimiste quant à sa découverte, car tant d'efforts sont déployés pour le retrouver et le ramener sain et sauf à la maison. Au cours de l'une des nombreuses recherches menées dans la région, un chien pisteur a indiqué qu'il avait trouvé l'odeur de Charles sur le sentier, ce qui a permis de confirmer qu'il se trouvait effectivement dans cette zone à un moment donné. Des personnes possédant des caméras de chasse dans la région ont été invitées à vérifier leurs enregistrements au cas où elles auraient filmé Charles marchant le long du sentier, mais personne n'a encore fourni de telles images. Les inquiétudes ont continué de croître, car le sentier est réputé pour être très accidenté. Et à ce moment-là, les températures avaient chuté de façon spectaculaire, surtout la nuit, laissant Charles exposé aux intempéries. Puisqu'il ne prévoyait de faire qu'une courte randonnée, il n'avait emporté aucune provision ni équipement avec lui. D'autres recherches étaient menées du lever au coucher du soleil. Mais aucune trace de Charles n'a encore été trouvée. Sa famille a créé un site web appelé bringcharleshome.com, sur lequel le public peut accéder à des informations concernant sa disparition. Des grottes de la région ont été fouillées, au cas où il y aurait cherché refuge, et les bénévoles se sont concentrés sur les zones rocheuses du sentier, au cas où il serait tombé et se serait blessé. Des efforts ont également été faits pour retrouver son téléphone portable, mais on pense qu'il était déjà déchargé lorsqu'il est arrivé sur le sentier. Une page GoFundMe a aussi été créée pour collecter des fonds en vue de recherches futures. Et un total de 80 000 $ a été collecté jusqu'à présent, et vous pouvez trouver le lien ci-dessous. On sait qu'il portait un pantalon kaki, un pull couleur camel et une veste vert foncé lorsqu'il est parti sur le sentier. Il est décrit comme ayant les cheveux blancs, mesurant 1,85 m et pesant environ 90 kg. Toute personne pouvant aider à retrouver Charles doit contacter le Centre des opérations d'urgence du comté d'Union au 706 439 6091. Numéro 11. De nouvelles informations ont été révélées après la disparition de William Neil McCasland, un général de division de l'US Air Force à la retraite, de 68 ans, qui supervisait la base aérienne de Wright-Patterson, située dans l'Ohio, et souvent mentionné par les théoriciens du complot sur les ovnis. La base a autrefois servi de quartier général au projet Blue Book, et il a souvent été suggéré que des engins extraterrestres y étaient gardés, à l'abri des regards du public, bien qu'aucune preuve de cela n'ait jamais été trouvée. William faisait partie de programmes d'armes spatiales classifiés, et il a également participé à plusieurs domaines de recherche menés sur la base. Et donc, beaucoup de gens ont commencé à spéculer sur un lien entre son travail et sa disparition, mais cela reste purement spéculatif. Selon les rapports, William a été vu pour la dernière fois à son domicile à Albuquerque, Nouveau-Mexique, le 27 février 2026. Il a parlé à un réparateur à la maison vers 10 h ce jour-là. Et à 11 h 10, sa femme a quitté la maison pour se rendre à un rendez-vous.
Elle est revenue à la maison à 12h04. Mais a été surprise de constater que William n'était pas là. À l'intérieur de la maison, elle a trouvé ses lunettes et ses objets connectés et a remarqué qu'une chemise verte à manches longues boutonnée, une paire de bottes de randonnée, son portefeuille et son arme à feu avec son étui en cuir manquaient. Lors de la première recherche qui a eu lieu le 7 mars, un sweatshirt gris de l'US Air Force a été retrouvé à seulement 1 mile de la maison de William. Rien d'anormal n'a été trouvé sur le vêtement, qui a maintenant été envoyé à un laboratoire pour analyse, et il n'a pas encore été confirmé s'il lui appartient ou non. Plus de 700 maisons ont été visitées par les enquêteurs depuis la disparition de William. Et ils ont demandé à toute personne disposant d'images de vidéosurveillance montrant ses derniers déplacements de se manifester. Mais personne n'a fourni de telles images à ce jour. Le bureau du shérif du comté de Bernalillo a répondu aux affirmations selon lesquelles le travail de William serait d'une manière ou d'une autre lié à sa disparition, et a mis en garde le public contre la diffusion de fausses informations, car cela pourrait entraver l'enquête plutôt que de l'aider. Malgré cela, plusieurs médias ont établi un lien entre son affaire et celle de plusieurs experts américains dans les domaines du spatial de pointe, du nucléaire et de la défense, qui ont disparu de façon inexplicable au cours des dernières années. Dans un rebondissement surprenant, il a été révélé que l'épouse de Williams, Suzanne Milkerson, a fait un commentaire étrange en parlant à un opérateur du 911. 3 heures après sa disparition, elle a appelé la ligne d'urgence et a déclaré qu'elle avait des raisons de croire qu'il avait quitté la maison et qu'il n'avait pas l'intention d'être retrouvé. Elle a précisé qu'elle pensait cela parce qu'il avait éteint son téléphone et l'avait laissé à la maison avant de disparaître. Mais elle n'a pas expliqué pourquoi il aurait choisi de ne pas être retrouvé. Mais elle a ajouté qu'elle ne soupçonne pas qu'un acte criminel soit un facteur dans son cas. Étrangement, certaines personnes ont affirmé que William souffrait de démence et que Suzanne avait reçu un appel inquiétant à propos de l'affaire à un moment donné. Mais elle a mis fin à ces rumeurs dans un communiqué de presse. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez des informations sur la localisation de William, il vous est demandé de contacter l'unité des personnes disparues du bureau du shérif du comté de Bernardo-Leo au 505 468 7070. Vous pouvez également envoyer des informations par SMS au numéro 11. Numéro 10. La carte en relief de l'Oural, également connue sous le nom de pierre Doshka, est un artefact que certains pensent avoir été utilisé lors de la création du monde. C'est pourquoi elle est aussi appelée la carte du créateur. Et elle laisse les archéologues perplexes depuis sa découverte en 1999. La pierre a été découverte par un groupe d'archéologues de l'Université d'État de Bashkiri alors qu'ils travaillaient dans les montagnes de l'Oural. C'était en juillet 1999 lorsqu'ils ont fait la découverte. Et ils pouvaient à peine en croire leurs yeux lorsque la tablette de pierre a été extraite du sol. Elle mesure 58 pouces de hauteur, 42 pouces de largeur et 6 pouces d'épaisseur. Elle pèse environ 1 tonne, et lorsque la pierre a été étudiée de plus près, l'équipe a compris qu'elle était tombée sur quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant. Elle contenait une carte topographique d'une région des montagnes de l'Oural appelée Bashkiri, et semblait être d'une précision presque impossible, à une échelle d'1 pour 1,1 km. Les chercheurs n'ont pas pu expliquer comment une civilisation ancienne avait pu créer une carte aussi précise sans l'utilisation de la technologie moderne. Plus étonnant encore, c'est le fait que la carte a été dessinée sur 3 niveaux distincts, ce qui signifie qu'elle est tridimensionnelle. La première couche était faite soit de céramique, soit de ciment, la deuxième de verre de diopside mélangé avec du silicium, et la troisième, la plus fine des 3, est composée d'un mélange de porcelaine et de calcium. La pierre a depuis été datée par des experts russes, et ils estiment qu'elle a environ 120 millions d'années. L'étape suivante consistait à identifier la zone représentée par la carte, et cela n'a pas tardé. De façon assez incroyable, la Bashkiri ressemble encore beaucoup à ce qu'elle était il y a des millions d'années. Et les experts ont pu déterminer qu'il s'agissait bien de cette région. Cela a depuis été confirmé par des experts de plusieurs autres pays, y compris la Chine, et ils ont depuis identifié des points de repère visibles sur la carte. Cela inclut les rivières Belia, Ufimka et Tutulka, ainsi que le canyon d'Ufa. Tout cela a poussé les historiens à repenser la façon dont les gens vivaient à cette époque, puisqu'ils semblent avoir été bien plus avancés qu'on ne le pensait auparavant. Ils ont réussi d'une manière ou d'une autre à cartographier la région comme s'ils la voyaient d'en haut, ce qui aurait dû être impossible. Mais ils ont pourtant accompli cette tâche facilement. Numéro 9. Des artefacts mayas ont été découverts au fil des années et nous ont beaucoup appris sur la façon dont cette civilisation vivait au quotidien, sur les aspects religieux de leur communauté et sur la manière dont ils parvenaient à survivre. Les archéologues, les historiens, les experts et les chercheurs sont fascinés par les Mayas depuis très longtemps, et des milliers d'artefacts ont été retrouvés datant de l'époque où leur civilisation prospérait.
Mais une découverte remarquable faite en 2015 est différente de toutes les autres qui ont été trouvées. L'objet est un pendentif en jade, en forme de T, qui aurait probablement été porté par un roi maya lors de cérémonies religieuses. Il comportait également des inscriptions qui, une fois enfin traduites, racontaient l'histoire de la vie de ce roi en particulier. Il mesure environ 19 cm de large, 10 cm de haut et 0,8 cm d'épaisseur, ce qui en fait le deuxième plus grand morceau de jade maya jamais découvert au Belize. Mais ce qui le rend unique, c'est le fait qu'il contient ces 3 inscriptions historiques, ainsi que la zone où il a été trouvé. Comme le pendentif en jade est si grand, les experts s'attendaient à ce qu'il soit découvert dans l'une des anciennes cités mayas connues, mais ce n'était pas le cas. Il a été trouvé à Nimle Punit, qui à l'époque où le pendentif aurait été porté, était une zone isolée où peu de gens vivaient. Des pièces similaires, mais plus petites, ont été trouvées, mais elles ne contenaient aucune inscription et elles ont été découvertes dans des zones beaucoup plus peuplées. Nimle Punit est situé près de la limite de la zone maya, et on estime qu'il a été habité par les Mayas entre 150 et 850 de notre ère. Le site avait été perdu pendant longtemps, jusqu'à sa redécouverte dans les années 1970. Depuis, les archéologues ont mis au jour plusieurs artefacts importants de la région qui ont été étudiés en profondeur. On sait également qu'un palais a été construit sur le site vers 400 de notre ère, puisque le pendentif a été retrouvé parmi ces vestiges enfouis. Lorsque le palais a été fouillé, une tombe a été découverte, et à l'intérieur, les chercheurs ont été stupéfaits de tomber sur cet artefact remarquable. On pense que la tombe date d'environ 800 de notre ère. Et plusieurs autres objets, comme de la poterie et une grande pierre en forme de divinité, ont été découverts dans la même zone autour d'elle, pour le plus grand plaisir des archéologues impliqués. La forme du pendentif représente le vent et le souffle, donc on suppose qu'il était porté par le roi lors de cérémonies en l'honneur du dieu maya du vent, Huracan. Les historiens pensent que ces cérémonies étaient organisées pour hâter l'arrivée des pluies de mousson dans la région chaque année, puisqu'elles étaient nécessaires pour maintenir leur culture en vie. Ce qui a intrigué les chercheurs, c'est le fait que le roi à qui appartenait le pendentif n'a pas été retrouvé dans sa tombe. Habituellement, avec ce type de découverte, les artefacts retrouvés sont enterrés avec leurs propriétaires, et aucune explication n'a été trouvée pour cette anomalie. Quant à la raison pour laquelle la région a été abandonnée par ses habitants, il a été suggéré que le changement climatique les a forcés à se déplacer, puisque leur récolte avait commencé à être mauvaise. Ainsi, il est possible que le pendentif ait simplement été enterré seul, dans l'espoir que Huracan envoie un temps plus favorable. Une grande partie du texte sur le pendentif doit encore être traduite. Mais nous savons maintenant qu'il appartenait au roi Janab Janab Ulkinesh. Il parle également de ses parents et du fait que le roi était d'une certaine manière lié à la cité maya de Caracol. Des recherches supplémentaires permettront, espérons-le, d'en apprendre davantage sur le roi et son peuple. Mais le mystère de la raison pour laquelle son pendentif a été gravé, contrairement à tous les autres découverts, reste non résolu. Numéro 8. Quand nous pensons aux grandes pyramides égyptiennes, elles évoquent des images d'une époque qui nous semble presque inconcevable en tant qu'être humain moderne. Les anciens artefacts qui y ont été découverts nous ont beaucoup appris sur leur culture, leur histoire et leurs croyances. Mais peu de gens savent qu'une région du pays de Galles, au Royaume-Uni, contient des artefacts encore plus anciens que les pyramides. La ville en question s'appelle Monmouth et elle est située dans le sud-est du pays de Galles, près de la frontière du pays avec l'Angleterre. La ville est bien connue pour sa longue histoire et elle est considérée comme l'une des 10 meilleures villes de tout le Royaume-Uni en ce qui concerne l'archéologie, puisque des milliers d'artefacts y ont été découverts. Mais la plus récente et la plus mystérieuse de ces découvertes n'est pas un simple objet, comme de la poterie ou des bijoux. Le président de la Société d'archéologie de Monmouth, Steve Clark, dirigeait une équipe de chercheurs dans la région en juin 2012, lorsqu'ils ont découvert les vestiges d'une structure ancienne. Tout d'abord, ils ont trouvé 3 énormes poutres en bois qui avaient été placées côte à côte dans une zone qui était autrefois un lac dans l'Antiquité. Ce lac a depuis disparu, car il s'est rempli de limon à un certain moment de l'histoire. Celui qui a construit ces structures a probablement utilisé ces grandes poutres comme partie de la fondation d'une grande construction, puisqu'elles étaient profondément enfoncées dans le sol. Au fil des siècles, le bois s'est décomposé, et les cavités ainsi laissées ont ensuite été remplies d'argile, sans oxygène. Cependant, de nombreuses questions subsistent encore sur le site. Les experts n'ont pu que spéculer sur l'utilisation de cette structure, et les techniques utilisées pour enfoncer ces 3 poutres dans le sol restent inconnues. Cela s'explique par le fait qu'il ne s'agit pas de simples traverses. On pense que ceux qui ont construit la structure ont réussi d'une manière ou d'une autre à fendre des arbres entiers en 2 avant de les placer dans le sol. Cela aurait été extrêmement difficile et aurait demandé beaucoup de travail, mais c'est encore plus impressionnant. Les archéologues n'ont pas pu déterminer à quelle profondeur les poutres ont été plantées.
et ils n'ont aucune idée de qui a construit la structure, ni à quoi elle servait. Cependant, certaines théories ont été avancées grâce à l'emplacement des poutres. Elles semblent s'aligner parfaitement avec le centre d'un ancien lac qui se trouvait autrefois dans la région. Il a donc été suggéré que la structure servait de chaussée menant à un cranog, qui sont des îles artificielles que l'on trouve souvent en Écosse et en Irlande. Si c'est effectivement le cas, la chaussée aurait été immense et sa construction aurait pris énormément de temps. Mais cela reste de la spéculation, puisqu'on ignore toujours si elle a été construite avant ou après l'existence du lac. Les experts n'ont pas pu déterminer l'âge des poutres, et des recherches supplémentaires devront être menées avant que ces questions puissent trouver une réponse. Pour l'instant, on suppose que les poutres remontent à l'âge du bronze, grâce à d'autres découvertes qui ont été faites. Celles-ci comprennent un monticule de pierres brûlées et une auge qui ont été trouvées avec les poutres. On pense que les pierres étaient chauffées dans un feu, puis jetées dans une auge pour faire bouillir l'eau, comme cela se faisait souvent à cette époque. Numéro 7. C'est toujours intéressant lorsque les experts ne parviennent pas à expliquer un artefact ancien, comme un pendentif vieux de 1500 ans, qui a été trouvé dans le sol à Chypre en 2011. Le site où l'amulette a été trouvée s'appelle Nea Paphos, et il n'est pas rare que les archéologues trouvent les artefacts anciens dans cette région. L'amulette a provoqué une certaine confusion, car elle semble rompre avec la tradition en ce qui concerne les personnages historiques. De plus, elle comporte des inscriptions sur les deux faces. D'un côté, un texte a été trouvé, et lorsqu'il a été traduit, il disait « Lahweh », qui était un dieu, et le porteur du nom secret, le lion de Ra, l'ancien dieu égyptien du soleil, en sécurité dans son sanctuaire. Bien que cela puisse sembler anodin, les chercheurs ont rapidement découvert que cette inscription est un palindrome, ce qui signifie qu'elle peut être lue normalement dans les deux sens, en avant ou en arrière, avec le même résultat. Ce qui, étant donné qu'elle compte 59 caractères, est plutôt impressionnant. C'était déjà une découverte remarquable. Mais l'autre face du pendentif contenait encore plus de surprises qui restent à expliquer. Il contient plusieurs images, dont une momie emmaillotée sur un bateau, et il est probablement censé représenter Osiris, un autre dieu égyptien. Les autres images montrent un homme assis sur un tabouret, la main droite levée vers ses lèvres, comme pour faire taire quelqu'un. Cette image représente le dieu du silence, Harpocrate. À côté de lui se trouve l'image d'une créature mythique avec une tête de chien. Ces personnages ont été vus sur de nombreux autres artefacts, et nous savons qu'on l'appelle un cynocéphale. Ce qui a frappé les chercheurs comme étrange, c'est le fait que le cynocéphale imite l'action d'Harpocrate, ce qui n'est qu'une des nombreuses inexactitudes qui ont été trouvées sur l'artefact. Premièrement, le palindrome contient plusieurs fautes d'orthographe. À plusieurs reprises, 2 caractères P sont utilisés, alors qu'un seul V aurait été correct. Et les 3 derniers caractères, qui sont E, A, I, semblent avoir été ajoutés à la hâte, puisqu'ils paraissent être entassés sur un côté de l'amulette. Par conséquent, les experts pensent que la personne qui a créé l'amulette ne comprenait pas entièrement l'écriture égyptienne ancienne et qu'elle a commis une erreur du point de vue de la culture égyptienne. Normalement, Harpocrate serait représenté assis, à l'intérieur d'une fleur de lotus, avec les jambes repliées. Et il n'avait jamais été vu représenté sur un tabouret auparavant. Il est également sans précédent de voir le cynocéphale imiter les gestes d'Harpocrate. Dans des circonstances normales, il aurait été représenté avec ses pattes levées en adoration devant Harpocrate, et les historiens n'ont pas pu expliquer pourquoi l'amulette a été créée de cette manière. Et puis il y a le fait que la personne qui a créé cette pièce a décidé d'ajouter des lignes entrecroisées sur les corps des 2 figures. Chaque fois que cela a été fait, cela signifiait que ces figures seraient momifiées aux côtés d'Osiris, ce qui n'aurait pas été possible dans ce cas. On note également que le cynocéphale est souvent représenté avec des bandages, mais dans ce cas de l'amulette, c'est Harpocrate qui les porte. Cela n'avait jamais été fait auparavant. Et on ignore encore si ces éléments étaient des erreurs innocentes ou s'ils ont été intentionnellement inclus. Il a été suggéré que cela a été fait comme un acte de rébellion contre les dirigeants de l'époque, ou que l'amulette a été fabriquée à moindre coût par quelqu'un qui ne comprenait pas la culture de l'époque. Mais ces théories restent à prouver. Numéro 6. Un mystère a commencé en 1954. Lorsqu'un homme est arrivé à un aéroport de Tokyo, au Japon, avec un passeport que personne ne reconnaissait. À ce jour, personne n'a pu découvrir qui il était, ni où se trouvait le pays d'où il venait. D'après les rapports, il faisait très chaud à Tokyo lorsqu'un homme nommé John Zigras est descendu d'un avion à l'aéroport de Haneda, et à première vue, il ressemblait à n'importe quel autre passager ayant atterri dans la ville ce jour-là. Il était vêtu d'un costume,
Et la chose la plus remarquable chez lui était qu'il portait une barbe. Du moins, jusqu'à ce qu'il tende son passeport à un agent des douanes, qui devint immédiatement soupçonneux. Le passeport ne semblait pas être un faux, mais il n'avait jamais entendu parler du pays d'où venait cet homme, Tared. Il a fait venir des agents de l'immigration qui ont immédiatement commencé à interroger l'homme. Et celui-ci a semblé s'en offusquer. Il a insisté sur le fait que Tared existait vraiment et que c'était un pays reconnu depuis plus de 1000 ans. Déconcertés par ces événements, ils ont montré à l'homme une carte du monde et lui ont demandé de montrer où se trouvait Tared. Il a désigné une zone entre la France et l'Espagne, et les fonctionnaires ont essayé de lui expliquer que cette région s'appelait l'Andorre. Mais il a insisté sur le fait que c'était une erreur. Il n'avait jamais entendu parler de l'Andorre. Et au fil du temps, il est devenu encore plus irrité par le retard de ses projets de voyage. Il a assuré aux fonctionnaires qu'il était bien la personne qu'il prétendait être et leur a rappelé qu'il avait des tampons dans son passeport qui prouvaient qu'il était déjà allé au Japon auparavant. Il a également sorti de la monnaie de différents pays européens et leur a montré son chéquier. Et cela n'a pas rendu les choses plus claires. Son chéquier avait été émis par une banque dont personne n'avait jamais entendu parler. Et malgré leurs recherches, personne n'a pu la trouver. On a alors demandé à l'homme ce qu'il venait faire au Japon et s'il avait quelqu'un que l'aéroport pouvait contacter pour vérifier ses dires. Il leur a donné le nom d'une entreprise avec laquelle il prévoyait de travailler, l'hôtel où il prévoyait de séjourner et une banque avec laquelle il collaborait. L'homme en question n'a pas pu être retrouvé et la banque avec laquelle il prétendait travailler n'existait pas non plus. L'entreprise qu'il avait mentionnée existait bel et bien. Mais il n'avait jamais entendu parler d'un homme nommé John Zegras. Les agents n'ont eu d'autre choix que de le placer en détention. Et il a été installé dans un hôtel à proximité pendant qu'ils enquêtaient sur ses déclarations. Pour s'assurer qu'il ne s'enfuyait pas, 2 policiers ont été postés devant la porte de sa chambre d'hôtel. Et il était prévu qu'il soit ramené à l'aéroport pour un nouvel interrogatoire le lendemain. Mais à la surprise générale, lorsque les agents ont ouvert la porte pour vérifier sa présence, l'homme avait disparu. Ils ont affirmé que la porte de la chambre était restée fermée toute la nuit et comme elle se trouvait à un étage élevé de l'hôtel, il était impossible qu'il ait pu s'échapper en sautant du balcon. Il avait emporté toutes ses affaires avec lui et personne ne l'a jamais revu. Numéro 5. La Kota à la Chevra est une grotte mystérieuse sur l'île de Jersey, dans la Manche. Elle fascine les experts depuis des décennies, depuis qu'on a découvert que les Néandertaliens revenaient dans la grotte chaque année, et personne ne sait pourquoi. Bien qu'on savait que les Néandertaliens vivaient dans cette grotte, il a récemment été déterminé qu'ils ont commencé à utiliser cet espace bien plus tôt qu'on ne le pensait au départ. Les artefacts retrouvés sur le site ont montré qu'ils auraient pu commencer à y vivre il y a environ 250 000 ans. Fait remarquable, ils revenaient sans cesse dans la grotte, et cette tradition a été suivie par génération après génération. Ils chassaient des animaux dans la région et semblaient avoir un certain attachement pour les grottes, à moins qu'il n'y ait une autre raison encore inconnue, expliquant leur retour à cet endroit. Les outils en pierre retrouvés dans et autour de la grotte donnent aux chercheurs une bonne idée de la façon dont ils se déplaçaient dans la région. Beaucoup de leurs lieux de chasse auraient été submergés sous la Manche. Mais d'autres zones restent accessibles, et on espère qu'elles fourniront aux historiens plus d'informations sur les personnes qui y vivaient il y a toutes ces années. La région aurait été bien plus vaste qu'aujourd'hui, puisque les calottes glaciaires étaient encore intactes et que la zone n'avait pas encore été submergée par l'océan. Cela suggère que la faune était abondante dans la région et que les grottes auraient constitué un abri parfait pendant que les Néandertaliens y vivaient. Dans le but d'en apprendre davantage à leur sujet, les experts allaient maintenant examiner les 16 000 artefacts qui comprennent des ossements d'animaux, des sédiments et des outils en pierre qui ont été collectés dans la région. Et ils pourraient fournir de nouvelles informations sur l'âge glaciaire de Jersey. Les seules théories avancées jusqu'à présent sont que les grottes pouvaient être visibles de très loin et que les Néandertaliens auraient immédiatement reconnu les grottes comme un abri. Il a également été suggéré que l'emplacement de la grotte était partagé entre eux et que ce savoir était transmis de génération en génération. Cela expliquerait pourquoi ils sont revenus dans les grottes pendant des décennies, mais ces théories restent à prouver. Ce n'est pas la seule grotte de Jersey dont on sait qu'elle a été habitée par des Néandertaliens. Il s'agit de la grotte de la Côte des Cidres, qui est bien plus grande que la Côte à la Chevrea, où les archéologues ont trouvé 13 dents de Néandertaliens sur un rebord de granit. Et on pense qu'elles appartenaient à 2 individus. Puisque certaines de ces dents ne présentent pas les caractéristiques habituelles des dents de Néandertal, il a été suggéré qu'un humain moderne a soit vécu dans la grotte à un moment donné, soit qu'elles sont le résultat d'un croisement entre Néandertal et un humain moderne. Des recherches supplémentaires sont en cours sur ces dents pour déterminer si c'était bien le cas. Mais pour l'instant, elles sont exposées au musée et galerie d'art de Jersey, où le public peut les voir. Numéro 4.
L'arrangement de pierre de Carisbrook se trouve dans l'État de Victoria, en Australie. Et bien qu'il ait été largement étudié par des chercheurs et des archéologues, personne ne sait avec certitude qui l'a construit ni à quoi il servait. Il est certain que cet agencement est d'origine aborigène, et on pense qu'il a plusieurs milliers d'années. Mais son âge exact n'a pas encore été déterminé, ce qui ajoute encore plus de mystère et d'intrigue à ce site déjà énigmatique. Le site, qui se trouve à environ 4 km de Carisbrook, a été découvert pour la première fois par Aldo Mazzola en 1963. Peu de choses ont été faites sur le site à l'époque, mais dans les années 1980, ses notes sur la disposition ont été étudiées et l'agencement des pierres a finalement été examiné et relevé. Mazzola a rédigé un article qui a été soumis à la publication Victorian Naturalist en 1963. Et il y a inclus une description détaillée. Il a indiqué qu'elle mesurait 200 pieds sur 17 pieds et qu'elle avait à peu près la forme d'un boomerang. La première étude a été menée par le service archéologique du Victoria dans les années 80, après qu'un propriétaire local a attiré de nouveau l'attention sur cet étrange agencement. On a supposé qu'il s'agissait d'un ancien site cérémoniel aborigène, mais cela n'a pas encore été définitivement prouvé. Cela s'explique par le fait qu'aucune autre trace de cérémonie aborigène dans la région n'a jamais été trouvée, et qu'aucune de ces traditions supposées n'a été transmise à leurs descendants. Ou du moins, c'est ce qu'il semblerait. Les descriptions modernes du site indiquent qu'il contient 2 arcs construits à partir de grosses pierres, ainsi que plusieurs pierres plus petites, ainsi qu'un cairn, qui aurait pu servir de balise de sentier, de mémorial ou de marqueur de frontières. On pense que la forme en arc a été intentionnellement construite pour représenter un boomerang, car le boomerang était autrefois un outil de chasse important. Mais certains chercheurs ne sont pas d'accord, car la forme présente une courbe irrégulière, et les côtés sont parallèles les uns aux autres, contrairement à la forme habituelle d'un boomerang. Il y a aussi la théorie selon laquelle l'agencement des pierres aurait été conçu pour servir d'outil astronomique, un peu comme on pense que Stonehenge en Angleterre l'était. Certaines personnes pensent que l'arche représente la Voie lactée, et que le cairn à proximité représente Sirius, ou une autre étoile brillante qui pouvait être vue dans le ciel à l'époque de sa construction. Il a également été déterminé que les extrémités du croissant pointent vers les points cardinaux d'une boussole, mais il reste inconnu si cela était intentionnel ou simplement une coïncidence, ce qui semble peu probable. Certains experts pensent que la zone était utilisée lors de cérémonies d'initiation masculine, car d'autres sites similaires découverts en Nouvelle-Galles du Sud étaient utilisés à cette fin. Le site a été acheté par le gouvernement australien en 1975, et ils ont pris en charge sa préservation à la place du Bureau des reliques archéologiques. Il a maintenant été déclaré zone archéologique officielle, puis vendu au Conseil des terres autochtones, et il est actuellement sous la responsabilité de la coopérative aborigène de Ballarat. Beaucoup d'autres études doivent être menées sur le site pour déterminer qui a créé cet étrange agencement de pierres et à quoi il servait. Numéro 3. Il est remarquable de constater à quel point, tout au long de l'histoire, d'immenses navires transportant des tonnes de cargaisons importantes ont soudainement disparu sans explication. Alors que la plupart de ces navires sont finalement retrouvés, d'autres sont perdus à jamais dans l'océan, comme c'est le cas du SS Marine Sulphur Queen. Le nom officiel du navire était Esso New Haven. C'était un pétrolier, T2, construit à Chester en Pennsylvanie en 1944. Et il était initialement destiné à transporter du pétrole, comme tant d'autres pétroliers construits à cette époque. En 1960, cependant, le navire s'est rendu au bassin de Radoub de la Bethlehem Steel Company, à Sparrows Point, dans le Maryland, où il a subi quelques modifications. Il a été converti afin de pouvoir transporter du soufre en fusion, et son nom a alors été rebaptisé Marine Sulphur Queen. Pour donner cette capacité au navire, on l'a équipé d'une cuve indépendante mesurant 306 pieds sur 30 pieds sur 33 pieds. Toutes les cloisons d'origine ont été retirées pour permettre cette modification et la structure interne du navire a également dû être modifiée. À l'intérieur du tube se trouvaient 4 chambres individuelles et le tube principal était séparé d'environ 3 pieds de tout matériau environnant. Le soufre serait maintenu à environ 155 degrés Fahrenheit grâce à un système de vapeur qui a été installé. Et en 1961, le navire a entrepris son premier voyage après sa conversion. Et les modifications ont bien fonctionné. Et pendant 2 ans, il a effectué des voyages réguliers avec du soufre en fusion comme cargaison. Mais le 2 février 1963, tout cela a changé. Ce jour-là, il a quitté Beaumont, au Texas, avec plus de 15 000 tonnes de soufre à bord. On sait qu'il se trouvait dans les eaux près des Keys de Floride 2 jours plus tard, puisqu'un message de routine détaillant la position du navire a été reçu. Mais le 6 février, toute communication avec le navire avait cessé et il a été déclaré disparu. On a supposé qu'il avait dû sombrer dans le détroit de Floride et cette zone a été minutieusement fouillée, mais en vain. Cette recherche a duré 19 jours
Mais aucun signe du navire n'a été trouvé. Et les recherches ont dû être abandonnées. La seule preuve que le Sulphur Queen avait sombré fut la découverte de quelques gilets de sauvetage dans l'eau et de quelques petits débris que l'on pensait appartenir au navire. Il a été noté que le 4 février, le navire aurait navigué dans une mer agitée, avec des vagues atteignant 5 mètres et des vents soufflant à environ 45 nœuds. Au cours de l'enquête qui a suivi, il a été déterminé que le navire n'aurait jamais dû prendre la mer ce jour-là. L'équipage qui servait régulièrement à bord du navire avait signalé que des incendies se déclaraient fréquemment le long des côtés des 4 réservoirs. Cela arrivait si souvent que l'alarme n'était même plus déclenchée par les officiers, car ils s'étaient habitués aux incendies. Au cours d'un voyage, le navire était en feu lorsqu'il est arrivé à destination et il brûlait encore lorsqu'il a repris la mer. Lorsque les incendies étaient éteints avec de l'eau, le soufre formait une croûte autour des équipements importants, ce qui causait encore plus de problèmes. La garde côtière a également découvert que la quille du navire avait été gravement corrodée au fil des ans et qu'elle était devenue fragile, ce qui signifiait que la quille risquait de se fendre en deux. Les pétroliers, T2, étaient tristement célèbres pour ce défaut. Et c'est pourquoi les inspections sur ces navires étaient prises très au sérieux. De nombreux autres problèmes ont été signalés, et le fait que le Sulphur Queen ait été autorisé à prendre la mer ce jour-là est presque impensable. L'épave du SS Marine Sulphur Queen n'a jamais été retrouvée. Et son sort, ainsi que celui de son équipage, reste inconnu. Numéro 2. La disparition de 3 femmes, Anne Miller, 21 ans, Patricia Bluff, 19 ans, et René Broll, 19 ans, n'a jamais été élucidée. Et cela reste l'un des mystères les plus déconcertants du parc d'État des dunes de l'Indiana. L'incident s'est produit le 2 juillet 1966, lorsque les 3 amis ont décidé de passer du temps ensemble pendant le week-end du 4 juillet. Ce matin-là, Anne est passée prendre les 2 autres femmes en voiture et elles se sont rendues au parc d'État des dunes de l'Indiana. Elles venaient toutes de la région de Chicago, donc il leur a fallu environ 1 heure pour s'y rendre en voiture. Elles sont arrivées à la plage en question vers 10 heures du matin. Et la zone était déjà bondée de gens qui étaient d'humeur festive. Pendant la majeure partie de la journée, ils se sont prélassés au soleil, sont allés nager et ont passé du temps en pleine nature. Mais lorsque le soleil a commencé à se coucher, les 3 amis avaient disparu. Un couple qui se trouvait à la plage a rapporté avoir vu les 3 femmes parler à un homme non identifié à un moment donné avant leur disparition. Il a été décrit comme étant bien bronzé, dans la vingtaine, avec des cheveux foncés et ondulés, et il se tenait sur un bateau de 16 pieds de large qui avait un intérieur bleu. Après avoir discuté un moment, les 3 amis sont montés à bord du navire, laissant toutes leurs affaires sur la plage. L'homme a ensuite mis les voiles vers l'ouest et n'est jamais revenu, selon les témoins. Un garde du parc a été chargé de récupérer les affaires de la femme, qui comprenaient le short en jean d'Anne, un polo, des chaussures, un bonnet de bain blanc, des clés de voiture, un peigne et un thermos. Également laissés sur place, le peignoir de Patricia, des lunettes de soleil, une radio transistor, sa serviette blanche, un portefeuille qui contenait 5 $ et peut-être encore quelques petites choses. Les affaires de René comprenaient sa serviette, un short, un chemisier, un chapeau de soleil, des cigarettes, de la lotion solaire et son portefeuille, qui contenait 25 cents et environ 55 $ en chèques. Très vite, les 3 femmes ont été signalées disparues par leur famille et les gardes du parc ont signalé que la voiture d'Anne avait été retrouvée abandonnée sur le parking du parc, au même endroit où elle avait été vue le 2 juillet. À l'intérieur, ils ont trouvé quelques autres effets personnels des femmes, mais ils n'ont donné aucun indice sur ce qui aurait pu leur arriver. Le 5 juillet, la première recherche officielle a été lancée. Des plongeurs ont fouillé le lac. Des officiers et des gardes forestiers ont mené des recherches à pied et des chevaux ont été amenés pour couvrir le terrain plus rapidement, mais rien d'utile n'a été trouvé. Un homme qui avait utilisé sa caméra vidéo sur la plage ce jour-là a proposé ces images à la police et grâce à cela, ils ont pu identifier 2 bateaux possibles qui auraient pu embarquer les amis ce jour-là. Il a été provisoirement déterminé que l'homme en question les avait déposés sur la plage après qu'on les ait vus monter à bord de son bateau, et plusieurs témoins ont rapporté avoir vu les 3 femmes marcher le long de la plage et manger bien après qu'elles aient été vues monter à bord. Quelques personnes ont vu un autre homme, qui n'a pas non plus été identifié, les approcher puis les accompagner sur le 2e bateau, visible sur les images, mais cette observation n'a jamais été confirmée. Dans les mois qui ont suivi, des preuves ont été trouvées montrant que René envisageait de rompre avec son petit ami, car il s'intéressait plus aux voitures qu'à elle. Mais sa famille pense qu'elle avait changé d'avis au moment de sa disparition. Les amis d'Anne ont révélé qu'elle était également enceinte de 3 mois à l'époque, et que Patricia pourrait aussi avoir été enceinte. Les 2 femmes entretenaient des relations avec des hommes mariés, et l'une des amies de Patricia a supposé qu'elle avait planifié sa propre disparition. Elle était également rentrée chez elle avec une blessure au visage à un moment donné, et avait déclaré qu'elle avait des problèmes avec un syndicat hippique
alors qu'elle s'occupait de son pur sang. On ignore toujours si l'un de ces facteurs a contribué à leur disparition. Dans cette affaire, malheureusement, le mystère reste non résolu, plusieurs décennies plus tard. Toute personne ayant de nouvelles informations sur cette affaire doit contacter la police d'État de l'Indiana au 317-899-8577. Numéro 1. En 1952, les habitants du North Yorkshire, en Angleterre, ont commencé à signaler l'apparition de lumières étranges et inexplicables dans le ciel. Et c'est considéré comme l'un des mystères d'OVNI les plus marquants de la région, qui n'a jamais été expliqué. Tout a commencé non pas avec des membres du public, mais avec un groupe de 10 militaires et officiers du 269e escadron de la Royal Air Force. Quelques minutes avant, 11 heures, le 19 septembre de cette année-là, ils ont été témoins de quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Et ils n'avaient aucune idée de ce que cela pouvait être. Ils ont rapporté avoir vu un engin parfaitement en forme de soucoupe, alors qu'ils se trouvaient sur la piste de la base militaire RAF Topcliffe, dans le Yorkshire du Nord. Un avion à réaction Météor se dirigeait vers la piste de l'aérodrome de Dishfort, et il était suivi de près par cet engin que personne n'a pu identifier. À l'époque, la RAF participait au projet Mainbrace, qui consistait en une série de simulations menées sur une période de 13 jours pour déterminer ce qui se passerait en cas d'attaque soviétique ou ouest-européenne dans la région. Un officier a déclaré qu'il n'avait d'abord vu qu'une tache blanche lointaine dans le ciel. Il a estimé qu'elle volait à environ 15 000 pieds et qu'elle se trouvait à environ 8 km du chasseur Météor. Un autre officier a déclaré que l'objet était argenté et qu'il a commencé à osciller d'un côté à l'autre à mesure qu'il s'approchait. Au début, il pensait qu'il s'agissait d'un parachute, mais l'objet ne semblait pas rester en place avant de soudainement foncer vers le chasseur et de le poursuivre. Il a commencé à tourner sur son propre axe, mais a ensuite soudainement accéléré à des vitesses impossibles et s'est envolé vers l'ouest avant de disparaître de la vue. L'ensemble de l'événement n'a duré que 20 secondes. Et tous ceux qui avaient vu l'appareil étaient d'accord pour dire qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Et il s'avérerait que ce n'était pas la première observation d'un objet étrange dans le ciel. Le 13 septembre, l'équipage d'un destroyer danois a aperçu un objet triangulaire traversant le ciel nocturne. Ils ont été stupéfaits par la vitesse à laquelle l'appareil se déplaçait, environ 1450 km/h, et ont signalé qu'il émettait une lumière bleue. Le 20, le lendemain de la deuxième observation, un journaliste à bord de l'USS Franklin D. Roosevelt a été l'un des témoins ayant vu un objet sphérique dans le ciel. Il a remarqué qu'il suivait la flotte, et bien qu'on ait d'abord pensé qu'il s'agissait d'un ballon-sonde, cette théorie a ensuite été écartée. Aucun avion n'a jamais été détecté par les systèmes radars, et malgré une surveillance très attentive du ciel, personne n'a signalé avoir vu l'objet. Les observations ont été minutieusement examinées, mais aucune explication n'a jamais été trouvée. Et cela reste un mystère non résolu. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Je m'appelle Ty Notes et on se retrouve dans la prochaine vidéo.